Le nouveau chapitre que nous allons aborder cette dernière semaine de vacances prendra certainement la semaine de la rentrée. S'appelle Intégration et dérivation. C'est un chapitre sur lequel on a déjà travaillé en début d'année. Rappelez-vous, on avait vu juste avant d'étudier les équations différentielles des techniques de calcul intégral et on avait rappelé toutes les propriétés relatives aux intégrales de fonctions continues que vous avez vues en terminale. L'objectif de ce chapitre est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va plutôt privilégier l'aspect constructif, c'est-à-dire qu'on va enfin définir ce qu'on appelle une intégrale, donc définir cet objet géométrique, c'est-à-dire l'aire algébrique sous la courbe représentative d'une fonction lorsque celle-ci est une fonction continue. Donc l'objectif est de donner un sens à la partie que j'ai hachurée en bleu. Pour ça, on va faire ce qu'on va appeler des approximations par des fonctions dites en escalier, c'est-à-dire qu'on va chercher à encadrer cette aire par des aires de rectangles. Alors on va faire des approximations par excès et par défaut, c'est-à-dire avec des rectangles qui sont au-dessus du graphe de la fonction et des rectangles qui sont en dessous du graphe. Là, par exemple, j'ai fait des rectangles qui sont au-dessus du graphe. Et pour ça, on va définir ce qu'on va appeler des intégrales de nouveaux types de fonctions. C'est des fonctions qui sont comme ça, continues par morceaux, qu'on va appeler fonctions en escalier, et dont l'intégrale est, elle, très facile à calculer, puisque c'est juste une somme d'aires algébriques d'objets très très simples, des aires de rectangles. Donc la première partie du cours va être de définir déjà ce qu'on appelle l'intégrale de telle fonction. La seconde partie, quand on va définir l'intégrale d'une fonction continue, ça va être de faire des passages à la limite, c'est-à-dire en réduisant quelque part la largeur des rectangles qui interviennent dans la construction de phi. En réduisant cette largeur, on va montrer qu'à la limite, on va récupérer un objet défini de façon unique. Ça va être la grosse difficulté, qu'on appellera justement l'intégrale de f sur le segment AB. Alors cette intégrale de f sur le segment AB, on la notera dans un premier temps sous cette forme-là, puis ensuite on passera à la notation définitive, intégrale entre a et b de f de t dt. On fera le lien évidemment entre les deux notations, la notation provisoire et la notation définitive. Donc ça sera les deux premiers chapitres, hein, l'intégrale d'une fonction en escalier, puis passage à la limite par approximation uniforme pour définir l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Cette première partie de cours est assez délicate, hormis l'intégrale des fonctions en escalier, ça c'est quelque chose d'assez facile, assez naturel, d'assez simple. On va travailler qu'avec des sommes et avec des objets algébriques très simples. Par contre, on va voir que les approximations uniformes et le passage à la limite qui est lié à la continuité, ça va être un passage assez difficile. Et d'ailleurs, certaines démonstrations, je ferai des vidéos à part et je les passerai en première lecture. Il faut juste comprendre le fil de construction de l'intégrale. Et je vous demanderai de rentrer pour certains un peu plus dans les détails des démonstrations en faisant des vidéos à part. Donc ça sera l'occasion justement de démontrer les propriétés des intégrales des fonctions continues par un segment. Vous savez toutes ces propriétés, la linéarité en premier lieu, la positivité, la positivité de l'intégrale sous toutes ses formes, et puis d'autres propriétés que vous ne connaissez pas, qu'on utilisera beaucoup, hein, des nouvelles propriétés très utiles. Ensuite, on arrivera aux sommes de Riemann, qui sont quelque part des cas particuliers, des passages à la limite qu'on a fait ici. On travaillera simplement sur ce qu'on va appeler, ou ce que vous avez appelé déjà en informatique, des subdivisions à pas constants. Puis, le quatrième chapitre va amorcer un virage dans la théorie, puisque l'objectif ne sera plus de donner un sens à l'objet géométrique, mais de le calculer. Et pour ça, on va passer, ça va être assez merveilleux, d'une propriété qui est purement une propriété géométrique à une propriété du calcul infinitésimal, c'est-à-dire de l'analyse. Donc on va voir qu'il y a un lien entre la définition géométrique et la dérivation qu'on a définie juste avant les vacances d'hiver. Voilà. Donc cette partie-là, dans l'idéal, ça serait de faire ces trois premiers chapitres avant la trêve et les trois suivants après la trêve, sachant que les deux derniers consistent à faire des révisions sur l'intégration par partie et le changement de variable. Ça sera quelque chose qu'on fera un peu pendant les vacances. Et la dernière partie est une partie importante. On va voir la deuxième formule de Taylor, la formule de Taylor globale, qu'on appelle formule de Taylor avec reste intégral. Voilà, donc là vous avez le plan d'étude de ce chapitre, intégration et dérivation. Et on va donc commencer cette étude de ce mardi-là par l'intégrale des fonctions en escalier. Donc on va déjà définir ce qu'on appelle des fonctions en escalier, puis ensuite on définira cet objet. On va voir, c'est pas si facile, mais on va voir que les démonstrations là sont pour le coup purement algébriques, et on va définir l'intégrale de ces fameuses fonctions de façon très naturelle, en disant que c'est la somme des aires algébriques des rectangles qui la constituent. Donc ça va être le programme de la matinée.
parler sérieusement d'intégrale de fonctions en escalier. On doit définir donc des fonctions en escalier. Ce sont des fonctions qui vont être constantes sur des paliers qui sont inclus dans l'intervalle AB. Pour définir justement la nature de ces paliers, ce que l'on va devoir faire, c'est définir ce qu'on va appeler une subdivision de l'intervalle AB. Donc ça va être la première partie, définir ce qu'on appelle les subdivisions ou une subdivision d'un segment. La première définition qu'on va donner, c'est celle de subdivision du segment AB. On appelle donc subdivision du segment AB toute famille de points xk compris avec des indices compris entre 0 et n, où n est un entier naturel non nul. Je verrai sur ce que cela implique. Donc toute famille de points tels que le premier point c'est nécessairement le point A, le dernier point c'est nécessairement l'extrémité de l'intervalle, c'est pour ça qu'on suppose n appartient à une étoile, il y a forcément deux points, puisque pour n égale 1 on va récupérer le point x0 et le point x1 au minimum, et ces deux points sont nécessairement les extrémités de l'intervalle. Donc quand vous donnez des exemples de subdivision du segment AB, il y a déjà une chose de sûre qui est imposée par la définition, c'est que le premier et le dernier point du segment, les extrémités du segment, sont nécessairement des points de la subdivision. Et comme les points de la subdivision sont ordonnés dans le sens strictement croissant, ils sont tous distincts ces points-là, eh bien le A ce sera le premier et B ça sera le dernier. Ce qui veut donc dire que la famille qui est constituée simplement de ces deux points-là est une subdivision du segment AB. Elle respecte bien tous les critères de la définition. Alors évidemment, on peut intercaler d'autres points. Donc là, si j'intercale d'autres points, imaginons que là, je vais récupérer x1, puis x2, puis x3. Vous avez vu que la seule chose qu'on suppose dans cette définition, c'est que les points soient 2 à 2 distincts et ordonnés dans le sens des indices croissants. Donc ça, c'est la partie qui est importante. C'est les seules choses qu'on impose sur les points de la subdivision. Vous notez qu'on n'impose jamais, par exemple, aux écarts entre deux points consécutifs d'être similaires. Les subdivisions, elles ne sont pas nécessairement dites à pas constant. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle le pas de la subdivision? Le pas de la subdivision, c'est le plus grand écart qu'on peut trouver entre deux points consécutifs. Donc là, on n'a pas besoin de valeur absolue pour calculer des distances, puisque comme on sait que les points sont ordonnés dans le sens des indices croissants, eh bien la distance entre ces deux points-là, c'est x1 moins x0, entre ces deux-là, x2 moins x1. Donc le pas, c'est la plus grande distance que l'on peut trouver entre deux points consécutifs de la subdivision. Donc voilà un exemple de subdivision donné géométriquement. C'est l'exemple le plus simple qu'on peut considérer. Alors on va considérer des subdivisions à pas constant. Donc si on a un pas constant, ça signifie que la distance entre deux points consécutifs de la subdivision est égale à n. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me fixer un entier naturel n que je vais supposer non nul, et on va considérer une subdivision à pas constant, c'est-à-dire en divisant l'intervalle AB en n morceaux de même longueur. Donc il faut savoir calculer la taille des morceaux. Donc si on a une subdivision P sigma à pas constant, ça signifie que le pas de la subdivision, ça sera donc B-1 sur n. On divise chaque morceau on divise le segment entier en n morceaux de même longueur. Et donc pour récupérer les points de la subdivision, comme on sait que le pas est constant, on sait qu'on aura xk plus 1 moins xk qui va être égal à b-a sur n dans ce cas particulier, puisqu'on impose au pas d'être constant, et ceci pour tout cas compris entre 0 et n-1. Donc x0, lui, il est imposé, il sera égal à a. Pour calculer x1, il suffit d'utiliser cette relation-là. Vous allez donc récupérer que x1 va être égal donc à x0, donc à a plus b-a sur n. Pour le calcul de x2, donc là on a partagé l'intervalle en n morceaux. Pour la partie x2, on va juste dire que x2 c'est x1 plus b-a sur n. Donc c'est-à-dire c'est x0, c'est-à-dire a fois b-a sur n. Et vous voyez qu'on peut itérer à notre formule jusqu'à obtenir xn va donc être égal à a plus n fois b-a sur n. Et on récupère bien comme ça le dernier point de la subdivision. C'est-à-dire que pour récupérer le point d'indice k d'une subdivision à pas constant, il suffit d'ajouter à a k fois b-a sur n. Donc là, on est en train de la volonté de diviser notre intervalle en des morceaux uniformes, de même longueur. Et donc le terme xk, on a ajouté k fois,
la partie considérée, donc cette partie qui mesure B-A sur N. Voilà, donc on a une formule générale pour une subdivision à pas constant qui s'obtient, je dirais, juste par l'expression du terme télescopique qui est ici. Formule qui sera valable quel que soit K compris entre 0 et N. Donc il y a vraiment une volonté de partage égal dans les subdivisions à pas constant. Voilà, mais toutes les subdivisions ne sont pas à pas constant. Hein. Je vous ai donné l'exemple de celle-là, où le pas de la subdivision, il est donné par ce terme-là, puisque c'est la plus grande distance qu'on peut obtenir. Et là, on voit que la distance entre des éléments consécutifs est clairement pas constante. Hein. On va définir maintenant ce qu'on va appeler la finesse d'une subdivision. Si on se donne deux subdivisions U et V du segment AB, on dit que la subdivision U est plus fine que V lorsque tout point de V est point de U. C'est-à-dire que dans la subdivision U, on va trouver tous les points de V, et on peut trouver éventuellement d'autres points situés ailleurs. Donc par exemple, si je me donne cette subdivision V là, pour que U soit plus fine que V, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans la subdivision U tous les points qui sont dans la subdivision V. Donc la subdivision U, elle devra contenir au minimum ces points-là pour être plus fine, mais elle peut en contenir d'autres. Justement, c'est l'intérêt d'être plus fine, c'est qu'on a d'autres points qui seront éventuellement inclus dans la subdivision. Donc rien n'empêche voilà, qu'on ait cette situation-là. Donc il faut bien voir que les points de U seront nécessairement... Les points de V, pardon, vont se retrouver nécessairement parmi les points de U, et on peut avoir des points supplémentaires. Alors très souvent, on le notera en disant que la subdivision U est plus fine que la subdivision V. On le notera même si ça n'a pas de sens directement. On le notera sous cette forme-là. On dira que V est inclus dans U pour dire que tous les points de V sont des points de U, et donc que la subdivision U est a priori plus fine que la subdivision V, puisqu'elle contient tous ces points, voire des points en plus. Pour pouvoir étudier par la suite les propriétés, on va dire, les opérations algébriques sur les fonctions en escalier, on va avoir besoin de comparer entre elles des subdivisions. Donc on a déjà vu que le moyen de comparaison c'était la finesse, et on va devoir travailler avec plusieurs types de subdivisions, et notamment des subdivisions qui sont plus fines que des subdivisions qu'on s'est déjà données. Donc l'idée, c'est déjà de se donner deux subdivisions U et V et de voir si on peut en construire au moins une qui est plus fine que la subdivision U et que la subdivision V. Après, on pourra prendre autant de subdivisions qu'on veut, on pourra en trouver une plus fine que toutes les subdivisions qu'on s'est données. Donc on s'interroge déjà sur cette propriété, étant donné deux subdivisions de AB, est-ce qu'on peut en trouver une plus fine que ces deux-là? Alors cette proposition-là, je vais rien écrire pour la démontrer, je vais simplement voir les choses simplement en faisant un dessin. Si je me donne par exemple une première subdivision de l'intervalle ABU et une deuxième subdivision V, je m'interroge sur l'existence d'une subdivision qui est plus fine que U et V. Alors, on voit que c'est tout beau en fait, hein. Il suffit de prendre tous les points qui sont en commun dans la subdivision. Si on a déjà un point qui est en commun, il suffit de le prendre une seule fois, puisqu'on sait que de toute façon, vous voyez, imaginez par exemple, je modifie un peu mon schéma, mais imaginez que ce point-là soit en commun dans la subdivision U et dans la subdivision V, il suffira de le prendre une seule fois, puisque a priori, il faut redonner strictement les éléments de la subdivision. Donc on voit qu'une subdivision toute simple obtenue est plus fine que U et V. C'est la subdivision d'ailleurs qu'on va noter U, un petit wedge comme ça, V, et qui va contenir uniquement les points U et de la subdivision V. Alors on voit bien qu'il en existe plein de subdivisions qui sont plus fines que U et que V. Il n'y a pas que celle que je viens de donner ici. Tout simplement parce qu'on a vu qu'à partir du moment où on a une subdivision donnée, construire une subdivision plus fine, c'est un jeu d'enfant. Pour construire une subdivision plus fine, il suffit de rajouter des points. On peut en rajouter autant qu'on en veut, donc au point qui était préexistant. Donc là, si je définis cette subdivision W1, comme elle est plus fine que W, elle sera évidemment plus fine que U et que V. Donc la subdivision qu'on a prise ici, elle a un intérêt particulier. C'est quelque part la plus grossière, qui est plus fine que U et V, celle qu'on obtient simplement en prenant les points qui sont communs à U et à V, et évidemment les ordonnant dans le sens croissant, comme on a l'habitude de le faire dans le cadre des subdivisions. Donc trouver une subdivision qui est à la fois plus fine que U et plus fine que V, c'est assez facile, on se doute qu'il y en a une infinité, mais on met en lumière quand même cette subdivision-là, qui est quand même la plus naturelle. On ne prend que ce qui est nécessaire pour récupérer justement une subdivision plus fine.
Alors maintenant, nous allons définir les fameuses fonctions qu'on va intégrer. Hein, ce sera les premières fonctions dont on va définir l'intégrale. Donc, on dit qu'une fonction, je vais l'appeler phi, définie sur le segment AB à valeur dans R est en escalier. Donc déjà, les fonctions en escalier, elles sont définies sur un segment, vous avez noté. Lorsqu'il existe une subdivision sigma du segment AB, telle que, eh bien, phi restreint à l'intervalle ouvert sur deux éléments consécutifs de la subdivision est constante. La subdivision sigma est dite alors adaptée à la fonction en escalier phi. Alors, à quoi ressemble une fonction en escalier de subdivision adaptée sigma? Alors, vous avez bien compris qu'une fonction en escalier, c'est une fonction qui va être constante sur des morceaux, sur des intervalles a priori. Donc, je vais essayer de dessiner une fonction en escalier a priori quelconque. Et on va essayer de voir ce que dit la définition, mais aussi ce que ne dit pas la définition, pour bien comprendre ce que c'est qu'une fonction en escalier de façon générale. Hein. Donc voilà, admettons que ma fonction en escalier va ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, mettons le détail. Donc ce qui est dit, c'est qu'une fonction en escalier, elle est associée à une subdivision adaptée, et cette subdivision, elle a la particularité que la fonction phi doit être constante sur les intervalles ouverts restreints au point de la subdivision. Donc ça veut dire que ma subdivision, elle devra déjà contenir tous les points de discontinuité qui sont ici. Donc si j'appelle le premier point x0, le deuxième point ici x1, puis x2, puis x3, puis x4, et ici x5, ça sera le point B, donc le dernier point de la subdivision. Là, ici, vous voyez que j'ai déjà a priori une subdivision qui est adaptée à ma fonction en escalier, puisque lorsque je prends la restriction de cette fonction à tout intervalle ouvert formé de deux éléments consécutifs, j'obtiens bien une fonction constante. Donc ma fonction en escalier, elle doit être a priori constante entre les deux points consécutifs de la subdivision considérée, pour pouvoir définir une fonction en escalier de subdivision adaptée sigma. Donc ici, une subdivision adaptée, c'est celle que j'ai prise ici. Vous avez noté que ma fonction, elle doit être constante sur les intervalles ouverts, c'est-à-dire qu'a priori, rien, mais absolument rien, n'est imposé sur ce qu'il se passe sur les valeurs de phi prises au point de la subdivision. Ce qui veut donc dire qu'au point de ma subdivision, ma fonction phi, elle peut très bien prendre des valeurs différentes. Par exemple, en x0, elle peut très bien prendre cette valeur-là, puis sur l'intervalle ouvert x0, x1, elle prend cette valeur. Sur l'intervalle ouvert, elle est constante. Puis en x2, elle prend cette valeur. Donc rien n'interdit de prendre la valeur de cette constante. Puis sur cet intervalle-là, on va dire qu'elle prend cette valeur. Puis à nouveau, on va dire qu'elle prend cette valeur-là ici au point de la subdivision. Et ici, on va dire qu'elle prend cette valeur. Donc vous voyez la fonction ici que je définis, la fonction y égale phi de x que je définis. C'est une fonction en escalier qui a comme subdivision adaptée la subdivision x0, x1, x2, x3, x4 et x5. Donc voilà comment on peut définir une fonction en escalier de subdivision adaptée sigma. On va faire quelques remarques qui sont la définition, et la première remarque que je vais faire est une question. On a dit que la fonction qu'on avait définie ici par ce graphe était une fonction en escalier de subdivision adaptée sigma, où ici sigma c'est la subdivision que j'ai écrit en noir. Je vais essayer de respecter le code couleur. Sigma c'est la subdivision qui est formée ici des xk pour k qui est compris entre 0 et 5. Donc subdivision qui est adaptée à phi. Alors est-ce que c'est la seule subdivision adaptée à phi, c'est-à-dire une fonction en escalier étant donnée? Est-ce que je peux avoir plusieurs subdivisions adaptées? Alors, la réponse est évidemment oui, et c'est pas plusieurs, c'est même une infinité. Si je prends une subdivision plus fine que la subdivision que j'ai indiquée ici, donc je vais noter les points ici en vert par exemple, donc je prends cette subdivision-là, donc les points qui sont en surimpression, je les mets comme ça. Donc imaginez que je prenne cette subdivision, cette nouvelle subdivision, c'est que je vais l'appeler tau. Donc la subdivision des ici yk où k appartient à l'intervalle d'entier, 0, je vais dire n, puisque je n'ai pas compté le nombre de points que j'avais mis, eh bien, je peux dire que cette subdivision, elle est adaptée à phi. Ça paraît assez légitime, puisque vous voyez bien que entre ces deux points, entre chaque point de la subdivision, la fonction phi, elle est évidemment constante.
Effectivement, j'ai rajouté des points, donc si je rajoute des points ici sur les intervalles où la fonction est constante, bah, elle restera constante entre les points de la subdivision que j'ai rajoutée. Donc quelque part, la subdivision sigma là, que j'avais indiquée ici, c'est la subdivision sigma, c'est la plus grossière, c'est la moins fine que je peux avoir pour ma subdivision adaptée phi. Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir ce qui est nécessairement dans la subdivision. Donc dans une subdivision adaptée, dans une subdivision U adaptée à phi, qu'est-ce qu'on a nécessairement? C'est ça qui va peut-être nous intéresser. Alors, on va trouver nécessairement quel genre de points? Bah, déjà, on va trouver les points qui sont aux extrémités de l'intervalle AB. Ça, c'est déjà la première des choses. Et ça, c'est absolument nécessaire. Donc, pour une subdivision adaptée, on trouvera déjà le point A, extrémité, le point B. Ça, c'est déjà nécessaire. On va trouver aussi tous les points de discontinuité de la fonction phi. On retrouve aussi tous les points de discontinuité de phi. Cela fait de sigma la subdivision la plus grossière qui est adaptée a priori à la fonction en escalier phi. Et on peut noter qu'à partir de là, toute subdivision qui contient d'autres points que les points qu'on a associés ici, eh bien, sera forcément une subdivision adaptée à sigma. Ce qui veut donc dire que pour sigma, ben, on a beaucoup, enfin pour phi, pardon, on a beaucoup de subdivisions adaptées, on n'en a pas qu'une, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les idées qui vont venir. Ensuite, quelles questions naturelles on peut se poser? En tout cas, quelle remarque naturelle on peut faire? Ben, c'est la remarque qui est faite ici quand on a construit la fonction. Sur les points de la subdivision, il n'y a absolument rien qui est imposé, puisqu'on indique que phi restreint aux intervalles ouverts xi plus 1, cette fonction-là est constante. Voilà, ça c'est ce que dit la définition. Donc ça signifie que phi de xi et phi de xi plus 1 n'ont rien d'imposé, c'est-à-dire au point de la subdivision, on peut faire ce qu'on veut. Donc ces points-là sont absolument quelconques. Rien n'est imposé au point de la subdivision a priori. Hein. Notez bien la nature des intervalles ouverts. Ça aura son importance plus tard dans la construction de l'intégrale. La dernière remarque que je veux faire, c'est le nombre de valeurs qui sont prises par phi. Donc imaginez que vous ayez phi qui soit défini sur l'intervalle AB de subdivision adaptée sigma. De subdivision adaptée sigma, où sigma c'est les points xk pour k varient entre 0 et n. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien de valeurs la fonction phi prend a priori distincte. Donc phi prend au plus combien de valeurs? Alors je dis bien au plus, il peut y en avoir moins. Alors, il y a déjà les valeurs qu'elle prend sur les parties où elle est constante, qui peuvent être les mêmes, mais je dis au plus, elle prend combien de valeurs? Donc là, on a un intervalle qui est formé de n plus 1 point. Donc quand on regarde ce qui se passe entre, on va avoir n intervalles définis par n plus 1 point. Donc il y a déjà n valeurs qui sont prises sur les intervalles ouverts, qui sont définis par les points de la subdivision. Et puis après, il y a les points de la subdivision, qui sont au nombre de n plus 1, où là, la fonction phi, elle peut prendre n'importe quelle valeur. Donc moralité, on a n plus 1 point pour les points de la subdivision, et n valeurs pour ce qui se passe sur les intervalles ouverts de la subdivision. Donc elle prend au plus 2n plus 1 valeur si la subdivision adaptée, elle contient n plus 1 point. Donc elle comporte toujours un nombre fini de valeurs. Je vous rappelle qu'une fonction qui possède un nombre fini de valeurs est donc nécessairement une fonction bornée. Les fonctions en escalier sont donc à ce titre des fonctions bornées. Passons à des exemples de fonctions en escalier parmi les fonctions qu'on connaît bien. Alors, il me semble quand même que le premier exemple le plus simple, c'est l'exemple des fonctions constantes. Hein. Donc je vais dire que toute fonction constante égale à c, définie sur le segment AB a priori à valeur dans R. Hein, n'oubliez pas des fonctions constantes, mais sur un segment. Donc la fonction qui a x associe le nombre c, hein, où ici c est un nombre réel, est évidemment une fonction en escalier. Alors évidemment, quand on parle de fonction en escalier,
il faut tout de suite l'associer à une subdivision adaptée. Donc est en escalier, est en escalier. Alors réfléchissez pendant que j'écris à la subdivision qu'on va prendre. Est en escalier donc sur AB de subdivision adaptée. Ça y est, vous êtes prêts? Bah moi, ma subdivision adaptée, ça va être la subdivision qui est formée juste du point A et du point B. Et donc, toutes les subdivisions plus fines fonctionnent également, puisqu'on a dit qu'à partir du moment où il y avait une subdivision qui marchait, toute subdivision qui contenait plus de points fonctionnait également. Donc on a déjà toutes les fonctions constantes qui sont des fonctions en escalier. Qu'est-ce qu'on peut donner encore comme fonction en escalier? Ben, la fonction partie entière quand elle est restreinte à un segment. Donc si je prends la fonction partie entière que je restreins au segment AB par exemple. Donc fonction qui est définie donc, sur le segment AB à valeur dans R, donc qui a x associe la partie entière de x. Effectivement, si vous regardez le graphe d'une telle fonction, donc sur un segment, donc imaginez que vous vous placiez sur le segment AB, donc évidemment on va prendre une subdivision adaptée, elle va contenir déjà les deux points qui sont ici, les deux extrémités, et puis ensuite elle doit contenir tous les entiers qui sont contenus entre A et B. Alors par exemple si je me place dans le cas où A et B ne sont pas des entiers eux-mêmes, le premier entier qui est pris après A, eh bien c'est sa partie entière plus 1, qui sera donc un point de la subdivision, et après imaginez que vous ayez des entiers ici, un autre entier ici, et donc le dernier entier qui est là, c'est la partie entière de B. Donc là vous avez des entiers consécutifs qui vont vous donner les différents éléments de votre partie entière. Donc votre partie entière, elle va être effectivement, alors il faut que je zoome un peu dans mon intervalle, mais disons que là elle va avoir un plateau constant entre A et la partie entière de A plus 1, puis après on va augmenter de 1 ici pour passer, puis on va augmenter de 1 ici pour passer, puis on va augmenter de 1 ici. Bon, je m'y suis très mal pris pour faire les dessins, comme d'habitude, je ne suis pas un grand dessinateur, mais disons qu'elle a des paliers qui sont constants. Alors je vais supposer que les Y, que je ne suis pas dans un repère orthonormé, hein. J'ai hyper condensé les Y, donc dans ce cas-là on va avoir un écart de 1 ici, donc on va avoir un plateau entre ces deux points-là, puis on va avoir un plateau entre ces deux points-là, alors la hauteur qui est juste un peu au-dessus, puis un plateau entre ces deux points-là, où elle est constante, où elle vaut la partie entière du nombre qui est là, et enfin un dernier plateau qui est ici. Donc vous avez une fonction ici avec des écarts de 1, hein. Je vous ai dit, là l'écart entre deux points, c'est évidemment 1, puisqu'on passe à la partie entière, suivante. Donc on a bien ici une fonction en escalier sur le segment AB, et pour avoir une subdivision adaptée, ben, il suffit de prendre les deux extrémités de l'intervalle d'une part, et tous les entiers qui sont compris strictement entre A et B. Ça va me donner une subdivision adaptée. Donc le second c'est la partie entière plus 1, puis l'avant-dernier c'est la partie entière de B. Alors une fonction peut-être un petit peu plus facile à construire, qui est un peu sous la même idée que la partie entière, fonction comme ça constante. Ben, je vais dire une fonction, par exemple une fonction qui est identiquement nulle, sauf à certains moments. Et vous imaginez une fonction ici qui est constante à peu près partout, par exemple constante égale à 0, sauf à certains endroits où elle va prendre des valeurs qui sont absolument quelconques, d'ailleurs y compris aux extrémités du point qui sont ici. Donc voilà, imaginez cette fonction constante égale à 0, donc là je mets des petits ronds pour dire que les valeurs elles sont prises ailleurs. Hop, donc là vous avez l'intervalle AB, et vous avez la fonction nulle par exemple sur cet intervalle là. Eh bien c'est évidemment une fonction qui est continue, qui est en escalier, pardon, et il suffit de prendre comme point de la subdivision, pour x0 ce point-là, pour x1 ce point-là, pour x2 celui-là, pour x3 celui-là, pour x4 celui-là, et pour x5 le point B. Donc là on a encore une fonction en escalier sur le segment AB. Donc qu'est-ce qui vient généraliser les fonctions constantes? Ben, les fonctions qui sont constantes partout, sauf sur un nombre fini de points. Et dans ce cas-là, ben, toutes les subdivisions ne vont pas fonctionner. Pour être une subdivision adaptée à cette fonction en escalier, il faut au moins contenir les points où on a des discontinuités. Donc voilà à quoi peut ressembler une fonction en escalier. Alors on va terminer cette séquence par la manière dont on note l'ensemble des fonctions en escalier sur le segment AB. Alors comme on travaillera avec des fonctions qui sont toujours à valeur réelle, on va dire c'est E ronde du segment AB,
Ça, c'est par définition l'ensemble des fonctions en escalier sur le segment AB. En escalier sur le segment AB. On peut d'ailleurs reformuler, maintenant qu'on a cette notation, la remarque qu'on a faite au-dessus. On avait dit que les fonctions en escalier étaient des fonctions qui contenaient un nombre fini, qui prenaient un nombre fini de valeurs. À ce titre, on a dit qu'elles étaient bornées. Elles sont bornées par la plus petite valeur qu'elle prend et la plus grande valeur qu'elle prend, puisqu'on prend le maximum et le minimum d'un ensemble fini. Donc l'ensemble des fonctions en escalier, elle est incluse dans l'ensemble des fonctions bornées sur l'intervalle AB. Bon, alors maintenant qu'on a défini les fonctions qu'on allait intégrer, hein, si je reprends l'exemple qu'on avait pris juste avant, là au début, hein, on est en train de définir les fonctions là qu'on définit de cette façon sur une subdivision adaptée. Maintenant, il faut regarder quelles sont les opérations sur ces fonctions. Alors, je m'explique. Quand on va définir l'intégrale de ces fonctions, on peut s'attendre quand même à ce que l'intégrale ait les mêmes propriétés que l'intégrale dont on a parlé en début d'année. C'est-à-dire qu'elle est linéaire, qu'on peut prendre la valeur absolue d'une intégrale et qu'elle est majorée par l'intégrale de la valeur absolue. Donc ça veut dire qu'on va devoir mettre probablement une structure sur l'ensemble des fonctions en escalier. Si vous définissez l'intégrale d'une fonction en escalier, il faut être capable de définir ce que c'est que l'intégrale d'une combinaison linéaire de fonctions en escalier. Sinon, on ne pourra pas montrer ou approcher la linéarité de l'intégrale. Donc la partie qui me semble intéressante maintenant, c'est si cet ensemble des fonctions en escalier est stable pour la plupart des opérations qu'on a mises sur les fonctions. C'est-à-dire la somme, la multiplication par un scalaire, la multiplication, des fonctions c'est les multiplier, et la valuation, dans le sens où est-ce que si phi est une fonction en escalier, est-ce que sa valeur absolue est encore une fonction en escalier. Donc pour ça, on va chercher à mettre une structure sur l'ensemble des fonctions en escalier. Alors pour pouvoir combiner ces fonctions, il faut pouvoir justement les additionner, les multiplier, en étant sûr que justement on va rester dans l'ensemble des fonctions en escalier. Et la première chose pour parler de fonctions en escalier, c'est de travailler avec une subdivision adaptée. Donc ça veut dire que si on doit combiner des fonctions en escalier, il faut absolument qu'on ait une subdivision qui soit adaptée aux fonctions en escalier qu'on va manipuler. Alors c'est pas très compliqué d'imaginer que si vous prenez deux fonctions en escalier qui ont comme subdivision adaptée sigma et tau, on peut trouver une subdivision qui est adaptée aux deux. Alors c'est pas compliqué, puisqu'on a dit qu'à partir du moment où on avait une subdivision qui fonctionnait pour des fonctions en escalier, si on rajoutait des points, on obtient encore une subdivision qui est adaptée à notre fonction. Donc si je veux une subdivision qui est adaptée aux deux, il faut nécessairement qu'elle possède tous les points de la subdivision de phi et tous les points de la subdivision de psi. Comme on a vu que la réunion des deux subdivisions était encore une subdivision, on nettoie simplement les points qui sont en commun, eh bien en prenant la subdivision sigma wedge tau là, eh bien on obtient a priori une subdivision qui est à la fois adaptée à phi et adaptée à psi, et on voit bien qu'elle est constituée au minimum des extrémités et de tous les points de discontinuité de la fonction phi et de la fonction psi. Sur chacun de ces intervalles-là, couverts, eh ben, elle sera bien constante, puisque la fonction phi le sera et la fonction psi le sera. Donc là, on peut dire que notre subdivision, elle va être parfaitement adaptée à la fonction phi et à la fonction psi. Ça va nous permettre justement de travailler avec les lois de l'ensemble des fonctions définies sur AB à valeur dans R, restreinte à l'ensemble des fonctions en escalier. L'un de nos exemples de référence sur les espaces vectoriels, c'est l'ensemble des fonctions qui sont définies sur le segment AV à valeur dans R. On sait que cet ensemble-là, muni de la loi plus et de la multiplication par un scalaire, muni de ces deux lois, l'ensemble des fonctions définies sur AB à valeur dans R est un R espace vectoriel. C'est l'un de, vous vous rappelez, de nos R espaces vectoriels de référence. Donc on va déjà voir si l'ensemble des fonctions en escalier est stable vis-à-vis de ces lois-là. En d'autres termes, on va voir si l'ensemble des fonctions en escalier est un sous-espace vectoriel de RAB. Ça sera déjà la première structure recherchée. C'est pas la seule structure qu'on va... Enfin, c'est pas en tout cas la seule stabilité qu'on va demander à l'ensemble des fonctions en escalier.
On va aussi voir si l'ensemble des fonctions en escalier est stable par une autre opération sur les fonctions, qui n'est pas du tout une opération d'espace vectoriel, hein, mais c'est une opération qui existe, c'est la multiplication des fonctions. Est-ce que quand je prends deux fonctions définies sur AB à valeur dans R, j'obtiens encore une fonction en escalier, enfin, j'obtiens une fonction définie sur AB à valeur dans R, et est-ce que si je restreins cette opération aux fonctions en escalier, est-ce que j'obtiens encore une fonction en escalier? De la même façon, on va regarder ce qui se passe pour ce qu'on va appeler la valuation. La valuation qui consiste à prendre une fonction définie sur AB à valeur dans R et de lui associer la fonction valeur absolue de cette fonction-là, c'est-à-dire la fonction qui a x associe la valeur absolue de f de x. Donc là encore, on sait qu'en prenant une fonction définie sur AB dans R, on définit avec cette correspondance-là une fonction définie sur AB à valeur dans R. On s'intéressera à est-ce que, en restreignant le point de départ aux fonctions en escalier, est-ce que la fonction obtenue est encore une fonction en escalier? Tout ça pour pouvoir ensuite prendre l'intégrale de fonctions qui sont transformées. Est-ce que je pourrais prendre une intégrale de combinaison linéaire, de produit, de valeur absolue d'une fonction en escalier? Pour ça, il faut être sûr que ces opérations-là, elles restent toutes internes à l'ensemble des fonctions en escalier. Donc là, le théorème qui suit, la proposition qui suit, va justement donc regarder toutes ces stabilités par rapport aux opérations qui sont définies de l'ensemble des fonctions définies sur AB à valeur dans R. Donc à propos de la proposition de stabilité qu'on va énoncer, c'est de dire que si on prend deux fonctions en escalier, phi et psi, de subdivision adaptée sigma et tau, alors j'affirme que pour tout alpha bêta réel, la combinaison linéaire de ces deux fonctions en escalier sera encore une fonction en escalier. Le produit de ces fonctions en escalier sera encore en escalier. D'ailleurs, la subdivision la plus grossière, on va dire adaptée, ça sera la subdivision wedge des deux subdivisions les plus grossières adaptées à phi et psi. Donc là, on verra que ça sera, elle, la bonne subdivision adaptée, qui est simplement une subdivision adaptée aux deux fonctions en escalier. La valeur absolue de cette fonction sera encore une fonction en escalier, et toutes leurs restrictions à des segments qui ne sont pas triviaux, parce qu'on ne calculera pas des intervalles réduits à un point, mais ça marcherait même réduit à un point, et bien dans ce cas-là, on obtient encore une fonction en escalier sur l'intervalle CD. Alors ça nécessite une démonstration qu'on va faire avec soin, notamment le premier point. Alors pour le premier point, je vais être un petit peu plus large. Je vais même dire que l'ensemble des fonctions en escalier sur AB, je vais dire que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies sur le segment AB à valeur dans R. Donc on va démontrer cette propriété est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies sur le segment AB à valeur dans R. Alors déjà le premier point c'est de vérifier que cet ensemble-là est un sous-ensemble des fonctions définies sur AB à valeur dans R. Bon là-dessus il n'y a pas de discussion, c'est la définition, puisque quand on a donné la définition d'une fonction en escalier, je vous rappelle que la première chose qu'on édite, voilà c'est ici, la première chose qu'on édite c'est que phi est une fonction qui est définie sur AB à valeur dans R. Donc a priori on a bien ici affaire à un sous-ensemble des fonctions définies sur AB à valeur dans R. Deuxième chose, il faut que l'ensemble des fonctions en escalier ne soit pas vide. On a vu que toutes les fonctions constantes étaient en escalier, donc on peut affirmer qu'en particulier, la fonction nulle est en escalier. Donc l'ensemble des fonctions en escalier n'est pas vide. On a vu tout un tas d'exemples qui fonctionnaient. Et en escalier, sur n'importe quel segment, donc en particulier sur le segment AB, donc l'ensemble des fonctions en escalier sur le segment AB n'est évidemment pas l'ensemble vide. Pas beau l'ensemble vide. Voilà. Et enfin, on doit montrer la stabilité par combinaison linéaire de ces éléments. C'est le point que j'ai précisé ici. Pour ça, je vais considérer la subdivision que je vais appeler W, qui est à la fois adaptée à phi et à psi. On a vu qu'en prenant la réunion de ces deux subdivisions-là, on récupère bien une subdivision qui est adaptée à phi et psi. Ça, c'était justement ce qu'on avait préparé dans la propriété d'avant, adapté à phi et à psi. Donc ça signifie quoi concrètement? Eh bien, cette subdivision oméga, je vais la noter xk où k est compris entre 0 et n.
et je vais indiquer justement la particularité du fait que cette fonction est en escalier. Je peux donc dire que quel que soit i compris entre 0 et n-1, je peux dire que la fonction phi restreint à l'intervalle, je vais dire xi plus 1, est une fonction qui est constante égale à, je vais dire ci, donc ça c'est un nombre réel, hein, c'est une fonction constante égale à ci, et je vais dire de la même façon que la fonction psi restreint à l'intervalle xi plus 1 est une fonction constante, je vais prendre comme notation di. Donc sur chacun de ces intervalles-là, la fonction elle est constante, ACI, ADI, respectivement. Si vous prenez une combinaison linéaire de phi et de psi, et vous regardez ce qu'elle vaut sur ces intervalles-là, bien, je peux dire que quel que soit t appartenant à l'intervalle xi plus 1, c'est-à-dire si je me place sur l'intervalle ouvert formé par deux points consécutifs de la subdivision oméga, eh bien j'obtiens que alpha phi plus bêta psi de t, c'est donc alpha phi de t, donc c'est alpha fois ci, plus bêta psi de t, donc plus bêta di. Ce terme-là que j'obtiens ne dépend pas de t. On obtient donc que la fonction alpha phi plus bêta psi qui est restreinte à cet intervalle-là est constante. Donc on peut dire que la fonction alpha phi plus bêta psi restreinte à l'intervalle xi plus 1 est une fonction constante, et que cette constante vaut d'ailleurs la combinaison linéaire des constantes qu'on a obtenues, alpha ci plus bêta di. Donc on vient de démontrer que la fonction alpha phi plus bêta psi est bien une fonction en escalier sur le segment AB de subdivision adaptée, la réunion de n'importe quelle subdivision adaptée à phi et adaptée à psi. Les trois points qui permettent d'obtenir la structure de sous-espace vectoriel sont bien vérifiés. On a donc bien que l'ensemble des fonctions en escalier sur le segment AB est sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies sur AB à valeur dans R. Donc on a en particulier la stabilité par combinaison linéaire. Le deuxième point consiste à regarder ce qui se passe pour le produit. Donc je vais conserver exactement les mêmes notations qu'ici, et je vais dire que quel que soit t appartenant à l'intervalle xi plus 1, je vais regarder si cette fonction phi psi est une fonction constante sur l'intervalle considéré. Et la fonction phi psi, si je l'évalue en t, j'obtiens par définition phi de t psi de t. Comme la fonction phi est constante égale à ci sur cet intervalle-là, on va récupérer ci, et ici di pour les mêmes raisons. On récupère donc la fonction phi psi si vous la restreignez à l'intervalle xi plus 1. Elle est constante égale au produit des constantes associées à phi et associées à psi. Donc on vient bien de démontrer que la fonction phi psi est encore bien une fonction qui est en escalier sur le segment AB. Donc on ne quitte pas l'ensemble des fonctions en escalier en multipliant des fonctions en escalier. Et vous notez que la subdivision qu'on a prise pour les combinaisons linéaires, elle fonctionne aussi pour les produits. Donc on voit que quand on combine des fonctions en escalier, phi et psi, il suffit de travailler sur une subdivision qui est commune aux deux, qui est adaptée aux deux, ça serait plus français de dire ça, qui est adaptée aux deux, pour obtenir que les combinaisons de ces fonctions sont encore en escalier sur le segment AB. Pour 3, je conserve les mêmes notations. Là, il suffirait de travailler avec une notation qui est adaptée à phi, mais celle-là l'est, puisqu'elle est plus fine qu'une subdivision adaptée à phi. Donc je vais conserver les notations également, en disant que quel que soit t appartenant à l'intervalle xi plus 1, eh bien si on évalue la fonction valeur absolue de phi en t, on obtient par définition la valeur absolue de phi de t, mais sur cet intervalle-là, la fonction elle est constante, donc on obtient la valeur absolue de ci. Donc on vient bien de démontrer que la fonction valeur absolue de phi, si vous la restreignez à l'intervalle xi plus 1, vous obtenez une fonction qui est constante à la valeur absolue de ci. Donc la fonction qui est ici est effectivement une fonction en escalier sur le segment AB. En ce qui concerne la restriction, c'est pas très compliqué, on va juste illustrer ça par un dessin, vous allez voir c'est très simple.
Si je prends une fonction en escalier phi qui va avoir comme subdivision adaptée la subdivision que j'indique ici, la plus grossière que je peux prendre pour cette fonction, c'est-à-dire celle qui contient tous les points de discontinuité, et si je prends la restriction de cette fonction à l'intervalle CD, on voit que la fonction obtenue, ben, c'est encore une fonction en escalier, et que pour avoir une subdivision adaptée, bon, il faut bien sûr prendre les deux points de la subdivision qui sont ici, et tous les points de la subdivision adaptée à phi qui sont strictement compris entre le point C et le point D. Vous obtenez ainsi une subdivision qui est parfaitement adaptée à la restriction. Et donc, on voit qu'une restriction d'une fonction en escalier sur le segment AB au segment CD, eh ben, ça va être une fonction en escalier sur le segment CD. Donc là, il n'y a pas besoin de faire des grands discours, il suffit de l'expliquer calmement sur un dessin, et ça passe tout seul. Donc finalement, l'ensemble des fonctions en escalier, ce qui est très sympathique, c'est que si vous prenez toutes les opérations quasiment qu'on a faites sur des fonctions, somme, multiplication par un scalaire, produit, valuation, vous voyez donc que si vous restreignez ces opérations à l'ensemble des fonctions en escalier sur le segment AB, et bien dans ce cas-là, vous récupérez des fonctions qui sont encore en escalier sur le segment AB. Donc ce qui atteste que cet ensemble, il est bien stable par les opérations usuelles sur les fonctions de manière générale. On arrive enfin maintenant à la définition de l'intégrale d'une fonction en escalier. Donc on va essayer de suivre la définition sur un aller-retourne. Donc si je prends une fonction en escalier de subdivision adaptée sigma, donc ici j'ai fait le graphe de ma fonction en escalier, donc ici c'est le graphe de y égale phi, hein, donc je vous rappelle qu'elle a des paliers constants. Alors vous avez noté que j'ai pas regardé, j'ai pas mis les points de valeur de phi au point de la subdivision, parce qu'on va voir qu'ils ne vont pas intervenir dans le calcul de l'intégrale, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, pour l'instant, je vais mettre les paliers où elle est constante, et je prends une subdivision adaptée. Bah, j'ai pris la subdivision la plus grossière qui est adaptée à phi, c'est-à-dire celle qui contient les extrémités et tous les points de discontinuité de la fonction phi. Donc je prends une fonction phi donc, qui prend des valeurs respectivement. Alors ici, la valeur à 0, puis à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, donc des valeurs constantes sur chacun des intervalles. Et je définis un nombre que je vais appeler I phi sigma, qui est la somme des xi plus 1 moins xi fois i. Alors, xi plus 1 moins xi, vous notez que c'est la différence entre deux points consécutifs de la subdivision. Étant dans le sens croissant, c'est en fait la distance entre ces deux points-là. Et AI, c'est la valeur qui est ici, une valeur algébrique. Elle est positive si AI est positif, et négative si AI est négatif. Donc vous notez que ceci représente l'aire d'un rectangle. Si par exemple ici c'est le point xi et ici c'est le point xi plus 1, le produit qui est là, ça représente l'aire que je hachure ici, donc qui est bien une aire algébrique qui ici sera comptée par exemple en négatif. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on est en train de calculer ce I phi sigma, cette somme-là? On est en train d'additionner les aires des rectangles que je définis par ma fonction en escalier et par les points de ma subdivision adaptée. Donc voilà ce que je suis en train de définir quand je définis le terme I phi sigma. Ce I phi sigma-là, la définition de ce terme-là, eh bien c'est la partie que je viens de hachurer ici. Donc, quand je considère la subdivision adaptée ici à ma fonction en escalier. Donc voilà la définition de I phi sigma. Alors ça c'est pour la partie définition. Maintenant la partie théorème de ce résultat, je dis justement qu'en fait cette notation-là elle est directement désuète puisque on vous dit que ça ne dépend pas de sigma, mais ça ne dépend que de la fonction phi. Ça signifie que si vous prenez une autre subdivision adaptée à la fonction phi, en calculant le I sigma tau associé, où tau est une autre subdivision adaptée, on va récupérer la même expression, donc on va récupérer la même valeur. Et la valeur qu'on va récupérer, c'est justement ce qu'on va appeler l'intégrale entre A et B, ou sur le segment AB de phi. Donc ce qu'on va appeler l'intégrale sur le segment AB de phi, une fois qu'on aura évidemment démontré que cette quantité elle est bien indépendante de la subdivision adaptée à phi. Eh bien, cette
intégrale-là, eh bien ça va juste être la somme des aires des rectangles. J'insiste bien sur le fait que ce sont des aires algébriques. Là, par exemple, les rectangles qui sont ici sont des aires positives et ceux qui sont ici sont des aires négatives, puisque AI est la valeur qui est prise par phi sur l'intervalle considéré, valeur pouvant être négative, donc R pouvant être négative. Donc voilà ce qu'on va définir pour l'intégrale d'une fonction en escalier. C'est quelque part l'intégrale du bon sens. On additionne algébrique des rectangles qui sont définis par ma fonction en escalier. L'objectif de la démonstration est donc de me donner une fonction en escalier phi, donc par exemple une fonction de ce type-là, de me donner deux subdivisions adaptées à phi. Pour montrer que cette quantité-là ne dépend pas de la subdivision adaptée, nous allons devoir démontrer que le i phi sigma et le i phi tau, eh bien c'est le même nombre que l'on définit par ce biais, ce qui nous permettra de dire que comme ce nombre ne dépend pas de la subdivision adaptée, on peut convenir d'une notation qui ne dépend que de phi et du segment sur lequel on intègre. Donc on notera ça, l'intégrale de phi sur le segment AB. Donc vous notez la différence avec une intégrale classique où on met une variable. Là, il n'y a pas de variable, hein, on fait juste une somme d'aires algébriques, on est vraiment dans un calcul d'algèbre. Voilà, on n'est pas en train de faire de l'analyse, là, on fait vraiment des calculs finis avec de l'algèbre. Alors, on va faire cette démonstration en plusieurs étapes. La première étape consiste à prendre une subdivision sigma adaptée à phi, de prendre un point en dehors des points de la subdivision adaptée à sigma, sinon ça ne sert à rien, et de le rajouter au point de sigma. Donc on obtient une subdivision qui est un tout petit peu plus fine, puisqu'il contient un point de plus que la subdivision adaptée à phi. Eh bien, le premier objectif, ça serait déjà de démontrer que quand je rajoute un point, la quantité que je définis ici est évidemment exactement la même. Alors vous allez voir que la démonstration, elle est assez élémentaire. Donc ici vous avez A, ici vous avez B. Le point C, il va s'intercaler à un moment donné entre deux points de la subdivision. Ben, je vais appeler K l'indice du point de la subdivision qui est juste avant, et donc l'indice du point de la subdivision qui est juste après, ça sera xk plus 1. Hein. Donc on sait que sur cet intervalle-là, ma fonction phi, elle est constante sur l'intervalle xk plus 1. Donc là, j'ai un morceau constant ici sur cet intervalle-là. Donc je vais partir du calcul de I phi sigma. Le calcul de I phi sigma, c'est cette somme-là. Mais je vais pointer en particulier ce qui se passe au niveau de ce point-là. Donc là, je vais écrire ma somme en extension pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Donc le premier rectangle, son R, c'est x1 moins x0 fois a0, plus, etc. Plus, alors je pointe justement sur ce qui se passe ici. Sur ce rectangle-là, eh bien, je vais avoir xk plus 1 moins xk fois le nombre ak, plus etc. jusqu'au petit dernier. Le petit dernier, c'est xn moins 1 fois le terme an. Moins 1. Hop, bon, c'est pas très clair, mais c'est pas là que ça va se passer, c'est plutôt ici que ça va se passer. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai ici, c'est l'aire du rectangle correspondant, c'est l'aire de ce rectangle-là. Et on voit que cette aire-là, on va pouvoir la découper tout simplement en deux aires différentes. C'est-à-dire, si j'intercale le point C à l'aide du fameux théorème belge, je vais récupérer ici cette aire en découpage, en ayant la partie qui est en vert, si j'ose dire, et la partie en bleu. Donc on voit qu'on peut découper l'aire en orange en deux morceaux, tout simplement, en intercalant ici le point C. Donc on applique notre théorème belge ici. Donc on va dire le premier morceau, le morceau vert, ben, le morceau vert c'est C moins xk fois ak, et le morceau bleu, ça va être xk plus 1 moins c fois toujours ak, puisque là, évidemment, la hauteur ici, enfin la largeur algébrique n'a pas bougé, plus etc. Le petit dernier, où j'ai pas défini plus de place, bravo, an-1. Donc là, je somme toutes les aires, mais moi, je m'occupe principalement de celle où j'ai introduit le point. Donc je vois bien que l'aire que j'ai définie ici par le terme, c'est d'ailleurs un plus 1, c'est pas un moins 1. Voilà, donc là, ça, c'est ce qui correspond à la partie en bleu. Et la partie là, c'est celle qui correspond à la partie en vert. Et on voit bien que quand on additionne les deux,
Quand on additionne les deux, on peut factoriser AK, donc ça revient à additionner ces deux termes-là. On obtient bien la partie en orange. Ouais, mais seulement, si vous regardez bien la définition de I phi sigma, là vous avez exactement la définition de I phi sigma union C. Donc vous avez rajouté un point de la subdivision. Donc on voit quelque part que quand on rajoute des points de la subdivision, quand on rajoute les points, il suffit de couper les zéros en deux, puisque les constantes qui sont définies à droite et à gauche seront évidemment exactement les mêmes. Donc là, on a juste utilisé des propriétés qui sont liées à la somme et au produit des nombres réels. En l'occurrence, ici, simplement la distributivité du produit par rapport à la somme. Hein. C'est tout ce qu'on a utilisé. Donc la première étape est terminée. On a démontré que quand on rajoute un point à la subdivision, eh bien, on ne change pas la valeur de la quantité qui est encadrée en orange. La seconde étape consiste à prendre une subdivision sigma, par exemple la subdivision qu'on a considérée ici, et de prendre sigma tilde, une subdivision adaptée à phi, bien sûr, plus fine que sigma. Donc comme elle est plus fine que sigma, elle sera automatiquement adaptée à phi, puisqu'on a vu que toute subdivision plus fine qu'une subdivision adaptée à phi sera une subdivision adaptée à phi. L'objectif, ça va être de démontrer que dans ce cas-là, on a I phi sigma qui va être égal à I phi sigma tilde. Voilà ce que j'aimerais démontrer. Oh, je ne sais plus écrire. Donc I phi sigma qui est égal à I phi sigma tilde. Voilà, groupe AT, bravo. Faites pas ça sur vos copies. Donc là, il y a une barre qui est complètement invisible à cause du blanco. Interdit sur les copies de concours, sous peine de radiation, 5 ans. Je ne sais pas s'il y aura encore des concours, hein, mais... Bon, bref, continuons sur des messages un peu plus positifs. Donc, comment je passe d'une subdivision adaptée à phi à une subdivision plus fine? Il faut rajouter un nombre fini de points. Forcément un nombre fini, puisqu'on sait que dans une subdivision adaptée, il n'y a qu'un nombre fini de points. Ce qui veut donc dire que la subdivision sigma tilde, elle peut s'écrire à l'aide de sigma en rajoutant des points. Alors, je sais pas, je vais les appeler C1, etc., CQ. Voilà. Je vais ensuite utiliser la première étape qui consistait à dire que si je rajoute un point à une subdivision adaptée, je ne change pas la valeur de I. Donc là, je vais dire que mon I phi sigma, c'est évidemment la même chose que I phi sigma union C1. C'est la même chose que I phi sigma union C1 virgule C2. Donc effectivement, à chaque fois, je rajoute un point et on sait qu'en rajoutant un point à une subdivision adaptée, on ne change rien. Et si vous faites cette étape-là simplement Q fois, vous allez récupérer I phi sigma union C1, etc. jusqu'à CQ. Donc vous récupérez l'égalité avec I phi sigma tilde. Donc si vous prenez une subdivision plus fine qu'une subdivision adaptée, vous ne changez pas la valeur de cette expression. I phi sigma sera égal à I phi tilde. Troisième et dernière étape, c'est revenir au problème initial, c'est-à-dire, j'y reviens, si je prends deux subdivisions adaptées à phi, montrer que ces deux termes-là sont égaux. Alors, on va reprendre les mêmes notations. Je prends mes subdivisions phi et tau adaptées à phi. La deuxième étape a démontré quoi? La deuxième étape a démontré par exemple que I phi sigma est égal à I phi, où je peux mettre ici n'importe quelle subdivision adaptée à phi plus fine que sigma. Comme subdivision plus fine, je vais prendre sigma union tau. Puisqu'en rajoutant des points, je ne change pas la valeur de I. De la même façon, si je fais le même raisonnement avec I phi tau, j'obtiens la même valeur en remplaçant tau par n'importe quelle subdivision plus fine, puisqu'elle sera nécessairement de toute façon adaptée. Je prends encore une fois la subdivision qui contient la réunion des points de phi et de tau. Comme je viens de démontrer que lui est égal à ce terme-là et lui est égal au même terme, ces deux termes sont donc nécessairement égaux. Donc on a pris deux subdivisions adaptées à phi quelconque. On a montré que I phi tau est égal à I phi sigma. On vient donc de démontrer que le nombre qu'on définit ici ne dépend absolument pas de la nature de la subdivision adaptée. Il sera complètement inchangé. Donc, on vient bien de démontrer qu'il est possible d'écrire cet objet-là
par une notation qui ne dépend pas de sigma, puisque ça ne dépend que de l'intervalle considéré et de la fonction en escalier phi. Alors, continuons avec quelques remarques. Les remarques, elles sont toujours liées à la définition. Je vous ai dit que finalement, vous avez remarqué, quand j'ai fait mon dessin, je n'ai absolument pas indiqué les valeurs de la fonction phi au point de la subdivision adaptée. Et on note que peu importe, c'est-à-dire que la définition n'en fait pas référence. Donc si je dis ma fonction, elle prend par exemple en A ce point-là, ce point-là, ce point-là, et idem sur les autres points, je ne vais absolument pas changer la valeur de l'intégrale. Donc ça, c'est déjà une remarque qui est importante, c'est qu'a priori, l'intégrale qu'on a définie ne dépend pas de la valeur de phi au point de la subdivision. Donc l'intégrale sur le segment AB de la fonction en escalier phi ne dépend pas des valeurs de phi au point de la subdivision, au point d'une subdivision adaptée. Parce que quand je dis de la subdivision, c'est ambigu. Au point d'une subdivision adaptée à phi. Au point d'une subdivision adaptée à la fonction phi. Donc ça, c'est un point essentiel. Et je vais tout de suite l'utiliser en disant par exemple que si je prends une fonction qui est nulle partout, sauf en un nombre fini de points, eh bien son intégrale, elle est nulle. Si phi est nul partout sur, par exemple, le segment AB, sur un nombre fini de points, alors je peux dire que l'intégrale sur le segment AB de la fonction phi est égale à 0. Donc ça, c'est une remarque essentielle. On va tout de suite l'illustrer par un dessin. C'est-à-dire que je vais prendre un axe, voilà, l'axe des réels. Je vais supposer que je suis entre A et B, et je vais considérer une fonction qui est identiquement nulle sur l'intervalle AB. Donc identiquement nulle, ça veut dire que, voilà, par exemple, elle prend ces valeurs-là. C'est difficile de dire la fonction elle est nulle sauf un nombre fini de points. Donc je vais dire en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, et en ce point-là, par exemple, elle va prendre cette valeur, puis cette valeur, puis cette valeur, puis cette valeur, puis cette valeur. Eh bien, je dis que l'intégrale d'une telle fonction, donc dont le graphe ici c'est y est égal à phi de x, je dis que l'intégrale d'une telle fonction est nulle. Est nulle puisqu'il suffit de sommer les aires des rectangles qui sont définies par les valeurs de la fonction au point de la subdivision, et on voit que les aires des rectangles ici, elles sont toutes nulles. Et donc si vous changez les valeurs des points ici, vous n'allez pas changer la nature de l'intégrale. Donc ça revient à ce qu'on a dit ici, qu'une intégrale d'une fonction en escalier ne dépend pas de la valeur de phi au point de la subdivision adaptée. Alors on va tout de suite enchaîner par un exemple qui est important, qu'on a utilisé déjà des dizaines de fois, notamment quand on a fait des séries intégrales. C'est je prends une fonction f définie sur le segment AB à valeur dans R. Je prends une fonction là, en escalier la plus simple possible. Bon, on a vu que les fonctions en escalier les plus simples qu'on pouvait trouver, c'est les fonctions constantes. Donc je prends la fonction constante égale à c, où c est un nombre réel, et j'aimerais déterminer ce que c'est que l'intégrale sur le segment AB de la fonction constante égale à c. Alors que je vais appeler c comme ça, pour que ce soit pas ambigu, où c est un nombre réel. Si vous appliquez la définition, une subdivision adaptée, ça serait quoi? Ça serait la subdivision grossière avec juste le point A et le point B. Donc ça pourrait être une subdivision adaptée. Et si j'applique la définition qui est ici, je vais récupérer donc juste b moins a multiplié par la valeur de la constante. Donc on va multiplier b moins a multiplié par la valeur de la constante. Ce qui correspond à ce qu'on imagine d'une intégrale. Si vous prenez une fonction qui est constante sur l'intervalle AB, ça correspond quand même à ce qu'on veut construire. Donc imaginez que vous avez une fonction qui est constante égale à c. Donc là, ça c'est la valeur de la constante, c'est c. Ici, j'ai pris une constante positive. Eh bien, cette intégrale, c'est l'aire de cet objet géométrique. C'est donc l'aire d'un rectangle. Donc, c'est la longueur multipliée par la largeur. Alors, tout dépend qui est la longueur, qui est la largeur.
mais en tout cas, on récupère bien que c'est le produit de B-A et de C. Donc, le cas le plus simple qu'on peut imaginer, ça correspond exactement à une intégrale. C'est une aire algébrique entre la courbe de la fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a, x égale b. Dans le cas des fonctions constantes, le calcul de l'intégrale est évident et il correspond à la définition qu'on a prise pour des fonctions en escalier. Étudions maintenant qu'on a défini quelque chose de solide, les propriétés de cette intégrale. Hein, c'est assez excitant, on vient de définir une intégrale sur un ensemble de fonctions, vraiment à la main. Une intégrale en plus qui est complètement algébrique puisqu'elle se ramène à un calcul fini. Donc on va regarder ses propriétés. Alors, les propriétés qu'on va regarder, elles sont quand même liées, ne l'oublions pas, aux structures qu'on a mises sur l'ensemble des fonctions en escalier. Hein. N'oubliez pas que l'ensemble des fonctions en escalier, on a vu qu'ils bénéficiaient de pas mal de stabilité, notamment que c'était un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions qui étaient définies sur AB à valeur dans R. Et on va déjà commencer par regarder structure d'espace vectoriel. Eh bien, cette structure d'espace vectoriel, ça va déjà nous permettre de dire que si on prend une combinaison linéaire de fonctions en escalier, bah déjà ça a un sens. Ça n'aurait pas de sens si on n'avait pas montré que cette fonction-là était une fonction en escalier. Or, comme on a démontré que l'ensemble des fonctions en escalier est stable par combinaison linéaire, cet objet-là est parfaitement défini avec la définition qu'on a mise sur l'ensemble des fonctions en escalier. Et on va justement regarder si cette application a la propriété fondamentale d'être linéaire. Eh bien, on va démontrer que l'intégrale des fonctions en escalier est bien linéaire. Et on va voir que la démonstration va être assez banale. Comme l'intégrale d'une fonction en escalier, c'est une somme, on va voir que la linéarité de l'intégrale des fonctions en escalier, c'est simplement la linéarité de la somme. Allez, on va essayer de mettre ça en musique. Alors, pour la démonstration, j'ai déjà écrit la mise en place des éléments importants. La mise en place est très pénible par rapport à la difficulté de la démonstration. Donc je vous rappelle que l'objectif, c'est de démontrer que l'intégrale d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des intégrales. Pour calculer l'intégrale d'une fonction en escalier, on a vu qu'il nous faut une subdivision qui est adaptée à cette fonction en escalier. Mais comme on doit la comparer à l'intégrale de phi et l'intégrale de psi, on voit qu'on va définir évidemment une subdivision qui est adaptée à la fois à phi et à la fois à psi. Donc là, dans ma démonstration, je prends une subdivision qui est à la fois adaptée à phi et à psi, c'est-à-dire une subdivision sur laquelle, sur deux éléments, sur deux points consécutifs, la fonction phi est constante, et sur deux points consécutifs, la fonction psi est constante. Donc sur ces deux points consécutifs, la fonction alpha phi plus bêta psi sera constante, et la constante, ça sera juste la combinaison linéaire des constantes qui sont ici. Donc moralité, une fois que les choses sont mises en place, là on peut maintenant se mettre dans le calcul. Donc on va considérer l'intégrale sur le segment AB de la fonction alpha phi plus bêta psi. Là, j'applique la définition du cours. La définition du cours me dit que cette intégrale, c'est la somme pour k variant entre 0 et n-1 de la distance entre deux points consécutifs de la subdivision, donc ici xk plus 1 pour bien prendre tous les intervalles consécutifs, multiplié par la valeur de la fonction entre ces deux points-là. Bien, ici, ça sera alpha ak plus bêta bk, puisque entre xk et xk plus 1, la fonction, elle prend la valeur de l'indice k. J'essaye de conserver les notations qui sont là. Moi, je veux montrer que je peux comparer cette intégrale-là à la combinaison linéaire de l'intégrale de phi et de psi. Pour ça, on va faire ce qu'on fait habituellement quand on veut montrer qu'un objet est linéaire. On va utiliser la linéarité d'ici de la somme pour mettre justement en facteur le terme alpha et le terme bêta. Donc là, je vais utiliser la propriété de linéarité de la somme pour dire que ça, c'est alpha fois la somme pour k variant entre 0 et n-1 des xk plus 1 moins xk fois ak, plus bêta, somme pour k variant entre 0 et n-1, des xk plus 1 moins xk fois bk. Or, ici, vous reconnaissez l'intégrale de la fonction phi sur le segment AB. C'est en fait le i sigma phi. I sigma phi, comme ça ne dépend pas de la subdivision, c'est l'intégrale de phi sur le segment AB. Et là, de la même façon, vous récupérez l'intégrale de psi
sur le segment AB, puisque la subdivision sigma, elle est aussi bien adaptée à phi et à psi. Donc le point essentiel, évidemment, à mettre en lumière ici, c'est la linéarité de notre intégrale de fonction en escalier. Elle provient exclusivement de quoi? Elle provient exclusivement de la linéarité du symbole sigma. Ça, c'est la linéarité de la somme. Voilà le point clé à mettre en lumière ici. Donc on vient bien de démontrer que l'ensemble des fonctions, l'intégrale d'une fonction en escalier sur les fonctions en escalier est bien une forme linéaire sur l'ensemble des fonctions en escalier. Alors passons maintenant à la propriété qu'on a appelée positivité de l'intégrale en début d'année, qui est de dire que l'intégrale d'une fonction positive est a priori positive, et quand deux fonctions sont ordonnées, alors leurs intégrales sont ordonnées de la même façon. Alors je veux quand même qu'on fasse attention à ce que signifie ceci et à ce que signifie ceci. Donc je vais l'indiquer clairement. Quand on dit qu'on travaille sur un segment, que signifie que phi est positif comme ça sur l'intervalle AB sans mettre de quantificateur ni rien du tout? Comment ça se comprend une inégalité comme ça? Bien, ça se comprend de la façon suivante. Phi est une fonction. Donc ça veut dire que là, ce que je note 0, c'est la fonction nulle, puisque là, je suis en train de comparer des fonctions. Donc ceci, ça signifie, en d'autres termes, que quel que soit t appartenant au segment AB, phi de t est un nombre réel positif ou nul. De la même façon, quand on écrit que psi est supérieur ou égal à phi, sous-entendu sur l'intervalle AB, puisque ce n'est pas précisé et que les fonctions sont définies sur l'intervalle AB, donc que signifie cette relation-là? Eh bien cette relation-là signifie que quel que soit t appartenant à l'intervalle AB, eh bien on a psi de t, le nombre psi de t qui est plus grand que le nombre phi de t. Donc là on compare des fonctions, et dire que ces fonctions sont ordonnées sur un intervalle, c'est dire que quel que soit t appartenant à AB, leurs images sont ordonnées de la même façon que les fonctions. Alors, revenons à notre travail, où il est question de démontrer une fonction positive, alors son intégrale est nécessairement positive. Alors, je vais utiliser exactement les mêmes notations qu'ici, c'est-à-dire que je vais me donner sigma, une subdivision adaptée à phi, et je me donnerai sigma, une subdivision qui est également adaptée à phi et psi. Donc je vais pas réécrire toute la mise en route, je reprends exactement les mêmes notations que dans la propriété précédente. Donc je me donne donc une fonction positive, hein, j'aborde cette démonstration en disant, voilà, je suppose ça, l'objectif c'est de démontrer que cette intégrale est positive. Comme d'habitude, il faut se concentrer sur ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer que ce nombre-là est un nombre positif, puisque c'est un nombre, c'est une intégrale. Déjà, on va regarder comment il est défini. Sa définition, c'est, puisque j'ai une subdivision adaptée, c'est la somme des aires des rectangles qui sont délimités par les points de la subdivision. Donc c'est la somme pour i variant de 0 à n-1, des xi plus 1 moins xi, multiplié par la valeur de phi prise entre le point xi et le point xi plus 1, donc AI. Maintenant, si vous analysez les éléments de cette somme, ici, ce terme-là est nécessairement strictement positif, puisqu'on sait que xi est strictement plus petit que xi plus 1 par définition d'une subdivision. Ces points sont en progression strictement ordonnée. Le nombre AI, le nombre AI, c'est l'image de la fonction phi d'un certain nombre t entre a et b. Donc par hypothèse, ce truc-là est un nombre positif ou nul, et c'est à ce moment-là que j'utilise mon hypothèse. Le fait que AI soit positif ou nul, c'est l'hypothèse qui est donnée ici. Donc je peux dire que cette somme est une somme de nombres positifs ou nuls. Quand on ajoute des nombres positifs ou nuls, on obtient un nombre positif ou nul. Donc on obtient directement que l'intégrale de phi est bien positive. Le deuxième point, si phi et psi sont comparables dans ce sens-là, alors on doit montrer que les intégrales le sont également. Alors, soit vous faites le même genre de démonstration, moi je la fais oralement, en disant je calcule l'intégrale de psi, ça sera la même chose avec les BI. Ici j'ai deux nombres positifs, donc si je minore celui-ci, je peux bien minorer le produit puisque les nombres sont positifs, et si j'ajoute les inégalités, je vais récupérer une inégalité avec l'intégrale de phi et c'est terminé. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple que ça.
Parce que maintenant que j'ai la linéarité de l'intégrale, le fait que phi est supérieur ou égal à phi sur le segment AB, ça je peux très bien l'écrire étant donné la définition, que phi moins psi est positive sur l'intervalle AB. Puisque dire que cette fonction est positive, c'est dire que psi de t moins phi de t est positif pour tout t appartenant à AB, c'est donc bien équivalent à raconter ceci. Donc si j'utilise le premier point avec le premier point, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien j'en déduis que l'intégrale entre A et B, enfin sur le segment AB de psi moins phi, est un nombre qui est positif. Or, on vient de démontrer que l'intégrale des fonctions en escalier est linéaire. Or ici, on a une combinaison linéaire de fonctions en escalier. Donc, en utilisant la propriété de linéarité de l'intégrale des fonctions en escalier, on obtient donc que l'intégrale sur le segment AB de psi moins l'intégrale sur le segment AB de phi est a priori supérieur ou égal à 0, ce qui signifie, autrement écrit, que l'intégrale de psi sur le segment AB est supérieure ou égale à l'intégrale de phi sur le segment AB. Donc là, soit vous revenez à la définition, soit vous voyez que vous pouvez vous replacer dans le cadre de la propriété précédente. Alors le corollaire suivant, qui s'appelle aussi d'ailleurs positivité de l'intégrale, dit que si une fonction phi est en escalier, alors la valeur absolue de l'intégrale est majorée par l'intégrale de la valeur absolue. Alors on va avoir besoin de la proposition de stabilité qu'on avait vue sur l'ensemble des fonctions en escalier sur AB. Je vous rappelle qu'on avait dit que si phi était une fonction en escalier, la valeur absolue de cette fonction était une fonction en escalier sur AB. Alors cette propriété, elle est essentielle dans le cadre de ce corollaire, puisqu'elle permet bien de signaler que si phi est une fonction en escalier, donc déjà cette intégrale a un sens puisqu'on a défini l'intégrale des fonctions en escalier, mais cette intégrale-là, elle a aussi un sens puisqu'on a défini l'intégrale des fonctions en escalier, et comme valeur absolue de phi en est une, dans ce cas-là, on a gagné. Alors je vais utiliser encore une fois les mêmes notations que dans la question précédente. Alors je ne sais plus où elles sont, ces notations, il y a tellement de papier maintenant, je me suis un peu perdu. Ah ben non, c'est tout est là. Donc je vais reprendre les notations, c'est-à-dire je vais me donner une subdivision adaptée à phi. Donc la subdivision adaptée à phi, on l'a appelée sigma. Et donc par définition, on avait vu que quel que soit i compris entre 0 et n-1, et quel que soit t compris entre xi et xi plus 1, toujours intervalle ouvert. Donc comme cette subdivision, elle est adaptée à phi, on a phi de t qui est égal à ai, mais vous avez également qu'elle est adaptée à la valeur absolue de phi, puisque la valeur absolue de phi évaluée en t, c'est la valeur absolue de phi de t, c'est donc la valeur absolue de i. Donc la subdivision adaptée qu'on a choisie pour phi, avec ces conventions-là, elle est aussi adaptée à la fonction valeur absolue de psi. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la démonstration proprement dite. Alors, pour démontrer ça, je vais calculer déjà, par exemple, le membre de gauche. Moi, je préfère aller dans le sens de la majoration, en général. Bon, après, chacun a son cerveau. Moi, le mien, c'est plutôt majoré que minoré. Et je vais appliquer la définition de cette intégrale. Donc, la définition de cette intégrale, c'est la somme pour i variant de 0 à n-1, donc des différentes aires des rectangles considérés par la fonction en escalier phi. Donc voilà. Et on voit que pour récupérer l'intégrale avec la valeur absolue de phi, il suffit d'appliquer la première inégalité triangulaire. Donc si on applique ici la première inégalité triangulaire, on va récupérer la somme pour i variant entre 0 et n-1 des xi plus 1 moins xi fois la valeur absolue des ai. Alors évidemment, la valeur absolue, je ne la fais pas porter sur ce terme-là, parce que ce terme-là est strictement positif. Et ici, vous récupérez quoi? Vous récupérez que ce terme est par définition l'intégrale sur le segment AB de la fonction valeur absolue de phi. Donc on vient bien de démontrer l'inégalité associée à la positivité de l'intégrale et à l'évaluation, que la valeur absolue de l'intégrale d'une fonction en escalier est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue de cette fonction.
Alors, on pouvait procéder autrement, hein, on pouvait encore se ramener à la propriété précédente. Je vous montre juste comment procéder. On sait par définition que la valeur absolue d'un nombre réel, hein, vous vous rappelez, c'est le max de x et de moins x. Ce qui permet déjà d'attester que x est inférieur ou égal à valeur absolue de x, et que moins x est inférieur ou égal à valeur absolue de x. Donc on peut découler ces deux propriétés-là. Mais regardez du coup, j'obtiens donc que la fonction phi sur l'intervalle AB, elle est évidemment plus petite que sa fonction valeur absolue, et que la fonction opposée de phi, elle est aussi plus petite que sa valeur absolue. Et ça, c'est vrai uniformément sur l'intervalle AB, simplement en exploitant les définitions de la valeur, une des définitions de la valeur absolue. Or, si j'utilise la propriété suivante, si deux fonctions sont a priori liées par une inégalité sur un segment, on peut donc affirmer, attention c'est juste un donc, que l'intégrale sur le segment AB de phi est majorée par l'intégrale de psi sur le segment AB. J'ai toujours besoin du fait que ce sont des fonctions en escalier, hein, sinon je ne pourrais pas utiliser la propriété précédente. Et l'intégrale de cette fonction est aussi majorée par l'intégrale de celle-là. Bon, sachant que le moins, je peux le mettre en facteur de l'intégrale, puisqu'on a montré que l'intégrale est linéaire. Donc l'intégrale de moins phi, c'est aussi moins l'intégrale de phi. Donc va être majorée par le nombre qui est ici. Je viens de montrer que le nombre qui est là, ce nombre orange là, ce nombre orange, il majore lui et son opposé, donc il majore nécessairement sa valeur absolue. Donc on obtient bien que la valeur absolue de l'intégrale sur le segment AB de la fonction phi est donc bien plus petit que l'intégrale sur AB de la fonction valeur absolue de phi. Donc là, on n'est que sur des démonstrations élémentaires. La plupart du temps, c'est juste des manipulations de la somme et des inégalités remarquables sur la somme. Alors pour achever le cours de cette matinée, on va voir la dernière propriété qui va nous intéresser sous l'intégrale, c'est la relation dite de Schall, qui dit que si on prend une fonction en escalier sur le segment AB et si on intercale un point, appelons-le C, dans l'intervalle AB, donc un point strictement compris entre A et B, imaginez que je le prenne ici, alors l'intégrale de phi sur le segment AB est égale à l'intégrale de psi sur le segment AB plus l'intégrale de phi sur le segment CB. Alors je devrais écrire en toute logique des restrictions, hein, puisque là j'intègre une fonction sur l'intervalle AC. Or cette fonction-là est définie sur l'intervalle AB, donc je devrais écrire la restriction de phi à AC, et là la restriction de phi à CB. Bon, je ne vais pas le faire, ça alourdit l'écriture. Alors elle vient d'où cette relation-là? Là je vais faire une preuve sans parole. Je vais dire donc que l'intégrale qui est là, par définition, je vais assurer ça de façon assez légère, c'est la somme des aires algébriques des rectangles qui sont ici. Voilà, c'est cette somme d'aires algébriques. Ok. Et donc, je vais comparer finalement à ce que j'ai ici. Alors déjà, il faut que je regarde si les restrictions sont bien des fonctions en escalier. Ça fait partie d'une propriété, vous vous rappelez, qu'on avait vue, en disant que la restriction d'une fonction en escalier est une fonction en escalier. Il suffisait de faire quoi? Il suffisait de prendre comme nouveau point les extrémités de la restriction et tous les points de la subdivision adaptée qui étaient entre les deux, donc à droite et à gauche. Donc là, par exemple, la fonction phi restreint à l'intervalle AC, elle est bien en escalier, en prenant comme subdivision adaptée ces points-là. Et celle-là est bien en escalier, en prenant comme subdivision adaptée ces points-là. Or, l'intégrale qui est ici, l'intégrale bleue là, l'intégrale bleue, c'est la somme de ces aires algébriques. C'est la somme de ces aires ici, en prenant la subdivision adaptée qu'on a définie ici. Et l'intégrale verte, c'est quoi? C'est simplement la somme des aires qui sont ici. On voit immédiatement qu'en ajoutant les deux, on récupère bien la somme de toutes les aires algébriques des rectangles considérés. Donc, si vous voulez écrire la démonstration, et je vous conseille de l'écrire, vous remarquez que c'est exactement la même idée qu'on avait exploitée quand on avait démontré que I sigma phi était indépendant de la subdivision adaptée en intercalant un point. Il suffit d'intercaler le point C dans les subdivisions et d'appliquer le théorème belge, c'est-à-dire là quand vous êtes entre xk et xk plus 1, il suffit de casser ça en deux en disant que l'aire qui est là, c'est simplement C moins xk fois ak plus xk plus 1 moins c fois ak, et boum, le tour est joué.
Voilà, alors demain on va aborder des choses plus difficiles. Là on a mangé notre pain blanc, là c'est facile, c'est que des calculs algébriques. C'est un peu formel, hein, c'est sûr, mais n'empêche qu'on a fait qu'additionner des aires de rectangle hein, ce matin, hein. Donc c'est pas non plus l'Everest des mathématiques. Par contre, je vous préviens, le cours de demain, il va piquer un peu, hein.